Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Zouk TV et vous regardez le kiosque. Une édition spéciale puisqu'elle est présentée par votre serviteur. C'est une première et je vous demande toute mon indulgence puisque Mano Emmanuel Granier est candidat aux élections législatives et donc il ne peut pas présenter l'émission. Il y a aussi une autre personne que vous avez l'habitude de voir qui est Béatrice Bellé qui n'est pas là. Elle aussi est candidate aux élections législatives. Il y a Marie-Laurence Delors qui vient d'habitude, qui ne peut pas venir pour des raisons professionnelles. Et donc, nous nous retrouvons, je dirais, une petite équipe restreinte, puisque chacun aussi a des occupations politiques, comme Charles Chamas, le présentateur habituel, qui aujourd'hui est en plénière de la collectivité territoriale de Martinique. Donc, nous ferons au mieux, et je vous demande donc déjà toute votre indulgence pour la présentation de cette émission qui, je l'espère, sera très animée, que vous allez apprécier. Avec nous, Bertrand François Lubin, enseignant en droit public à l'Université des Antilles. Bonsoir, merci pour cette invitation. Et aussi Michel Branchy, chroniqueur historique, qui est là depuis très longtemps et qui va nous éclairer comme d'habitude. Bonsoir Michel. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je crois que notre émission, son premier but d'abord, c'est d'éclairer. Ça ne nous empêche pas d'avoir des opinions, mais nous en parlions tout à l'heure en aparté, c'est d'abord de donner à nos concitoyens des éléments de jugement. Surtout, je pense que nous vivons une période particulièrement intense et même historique, certains disent historique, sur le plan de la politique en France et dans les pays d'outre-mer. Voilà. Bertrand, ton actualité? Alors, une actualité, somme toute banale, j'ai envie de dire, fait d'année. Donc, des exercices qui sont pour le moins éprouvés, délibération, correction de copie. Voilà, donc une actualité un peu moins chargée que le reste de l'année. Voilà, on va dire ça. Et puis donc, effectivement, une attention particulière à ce qui se passe donc autour de moi, puisque j'aime dire à mes étudiants que vous n'êtes pas pour reprendre une expression d'un auteur dont le nom m'échappe en ce moment, des particules élémentaires, autrement dit des atomes. Donc, il faut être au courant de ce qui se passe autour de soi. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'en Martinique, ne serait-ce qu'en France hexagonale, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne et puis sur cette planète, effectivement, nous vivons une époque un peu singulière. Alors, où il y a effectivement des choses nouvelles, mais on l'apprend, les historiens nous ont appris au cours de ces dernières années, contrairement à une vision un peu linéaire de l'histoire qu'on traduisait par cette expression de la fin de l'histoire, donc Marx et Hegel, et puis après un philosophe américain, Fukuyama, avait parlé de la fin de l'histoire en disant que la fin de l'histoire, ce serait le libéralisme. Donc, mais avec une vision déterminée de l'histoire. L'histoire accoucherait d'un monde communiste, donc dans la philosophie, dans la tradition marxiste, et puis dans la tradition libérale, donc le monde accoucherait uniquement du libéralisme. Mais ce qu'on apprend surtout aujourd'hui, c'est que l'histoire n'est pas linéaire, elle est cyclique, parce qu'un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui se sont déjà produites, à preuve le nouveau Front populaire qu'on a connu déjà, on l'a connu, donc le Front populaire en 1936. Donc il y a effectivement ces deux aspects dans ce qui se passe donc sous nos yeux, des innovations sur le plan technologique, mais un caractère un peu récurrent de l'histoire. Tout à fait, et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on dit que l'histoire n'est plus tellement cyclique ou linéaire, mais elle peut aussi être faite, cette histoire de retour en arrière. Oui, on peut régresser. Et lorsque, comme de nombreux Martiniquais, j'ai regardé les images au pèlerinage de la Mecque, où j'ai vu qu'il y a des centaines de personnes qui sont mortes de chaleur, et des personnes qui sont décédées pendant ce pèlerinage, ça montre bien que cette problématique du réchauffement climatique et de toutes les évolutions qui concernent la planète sont aussi à l'ordre du jour. Alors Michel, ton actualité? Bon, mon actualité, ça a été quand même le retour du débat
en France sur l'antisémitisme, à l'occasion d'un événement particulièrement poignant, le viol d'une jeune fille de 12 ans. Par 3 mineurs, par 3 enfants. Avec des insultes racistes parce qu'elle était juive. Ouais, elle était juive, oui. Bon, à partir de là, il y a eu des réactions. Et sur ce point précis, bien entendu, il y a des réactions qui disent, bon, on condamne, bien sûr. Alors, il y a le CRIF. Conseil représentatif des institutions juives de France. Oui, de France. Alors, le CRIF, qui n'est pas une organisation juive neutre, qui défend de manière systématique le gouvernement Netanyahou, et qui en a profité pour dire que les responsables de ce meurtre, ce sont les politiques qui sont anti-Israël, enfin, qualifiés d'antisémites. Bon. On peut être anti-israélien sans être antisémite. Ils oublient de le dire. Je ne te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. On peut être contre la politique, même pas anti-Israël, contre le gouvernement. La politique actuelle du gouvernement israélien, sans être pour autant antisémite. Bon, avec des références historiques sur la manière dont s'est constitué l'État d'Israël, la manière dont l'État actuel gère le conflit avec les Palestiniens, qui étaient les premiers occupants du territoire actuel. Bon. Mais néanmoins, ce qui m'a frappé, c'est que du fait qu'il y ait un contexte électoral, il y a eu différentes prises de position. Bon, il y a une prise de position du gouvernement actuel, Attal. Bon, il a été assez relativement modéré. Il a dit quand même certains politiques. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit carrément, bon, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon qui est responsable de ça. Bon. Alors, en réalité, ça nous montre que nous sommes dans une période où la parole politique doit être mesurée. Elle doit être... il y a une responsabilité parce que l'émotionnel prend le pas sur l'analyse et le rationnel. Bon. Et par conséquent, nous avons le devoir, ça ne nous empêche pas de défendre nos positions, mais nous avons le devoir. Je suis rédacteur en chef de journal qui a plus de 100 ans. Eh bien, j'essaie, comme tu le disais tout à l'heure, en aparté, de séparer le factuel du commentaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas être communiste, mais trouver je fais ma petite propagande, il peut retrouver dans Justice la liste des candidats aux élections législatives. Et puis il va trouver un article après qui va dire pourquoi nous soutenons un tel ou un tel. OK? mais ceci dit, le factuel, bon, et puis la même chose sur les sujets que nous allons traiter tout à l'heure, notamment le BTP, etc. Bon. C'est-à-dire que la tradition marxiste, non pas dogmatique, non pas stalinienne. Marxiste. Qui était un juif d'ailleurs. Hein? Marx était un juif. Tout à fait. Et sa conception, c'était le matérialisme historique et le matérialisme dialectique. Autrement dit, l'idée qu'il y aurait une fin de l'histoire avec le communisme, ça a été inventé par Staline. Mais c'est plutôt une idée hegelienne. Hein? C'est plutôt une idée hegelienne. Bon, mais l'idée, c'est que, en réalité, le passage au communisme, c'est l'accomplissement de l'homme sans fin. L'homme ne cesse de s'accomplir. Et par conséquent, il élargit de plus en plus sa propre liberté.
Bon, c'est ça le communisme. C'était une sorte de religion. En tout cas, Mais c'est tout le ressort de la dialectique hegelienne, donc avec la thèse, l'antithèse et la synthèse a pour objet de dépasser la contradiction. Bon, D'accord ? on va voir. Tout à l'heure, nous allons aborder des sujets fiscalité, énergie, etc. Nous allons voir qu'il y a des contradictions. Bien sûr. Il y a des contradictions. Alors, le problème, c'est là qu'intervient le politique. De quel côté on se trouve, de quel côté de la contradiction on se trouve? et surtout, est-ce que dans la contradiction, on n'oublie pas de temps en temps le réel? Parce qu'on est toujours dans le réel. Et souvent, l'idéologie fait abstraction, en tout cas, donne une interprétation du réel. Oui. Alors, je voulais revenir à partir donc de l'exemple de la jeune fille qui a été martyrisée et que d'aucuns imputent Au propos de Mélenchon. Voilà, au propos de Mélenchon. J'ai une grille de lecture de cet événement, hein. Pas de cet événement, mais que j'applique à l'occasion de cet événement. Ça fait partie, de mon point de vue, des illusions dont il faut qu'on se débarrasse aujourd'hui. Parce qu'on peut très bien aussi expliquer l'abstention par une sorte de démystification donc, de la puissance du politique. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il est aisé de constater qu'une des clés, je ne dis pas c'est la clé, mais une des clés de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, et que les gens devraient commencer donc à y penser, c'est une sorte d'impuissance publique aussi. Donc l'État lui-même est dépassé par le phénomène de la mondialisation, par le haut, mais il est aussi dépassé par le bas du fait de la décentralisation, et aussi la société civile qui revendique sa part d'être donc, dans le management des affaires publiques. Donc je pense qu'il est temps qu'on n'impute pas aux politiques tout et n'importe quoi. Tous les maux de la société, d'accord, n'incombent pas nécessairement aux politiques. Il faudrait que, quelque part, on démystifie cette idée donc, de la puissance du politique. Et puis, pour prolonger, donc toujours dans le même registre, cette idée, donc, je partage parfaitement parce que, de mon point de vue, j'observe comment nous évoluons. C'est clair que l'émotionnel a pris le pas sur le rationnel dans l'analyse des faits de la vie. L'émotion et le sensationnel. Sensationnel, oui. L'un induit l'autre quelque part. Le sensationnel induit en tout cas l'émotionnel. Alors, mais le Martiniquais est généralement considéré comme un être très émotionnel. Alors, peut-être qu'il ne faut pas avoir une vision trop négative de cette émotion, puisque ça me permet de vous présenter le premier thème de l'émission, c'est le décès de Pierre Samo. Alors, juste une petite chose, oui. Puisqu'on se veut pédagogique, oui. Il y a une différence entre la manière de relater des choses. Entre de dire à quelqu'un, donc si on reprend cet exemple-là, 2 jeunes garçons ont commis un viol, et de leur dire que vous êtes des violeurs, c'est pas la même chose. Donc là, c'est factuel. Vous avez commis, c'est votre comportement. Là, je porte un jugement. Donc ce sont autant de manières pour relater donc, les événements, les faits qui se déroulent sous nos yeux. Et effectivement, ne pas juger, d'accord, mais et autant que faire se peut, d'analyser à partir des faits et non pas présupposer ce qu'on fait trop souvent, je trouve, ici. Il y a les faits et l'interprétation, il reste que... Oui, il y a la qualification. La qualification, oui. La qualification qu'on pourrait donner au pénal. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon. Mais, enfin, dans les cas d'espèce, quand même, le fait de forcer une jeune fille à offrir son corps de force à un jeune garçon, ça s'appelle un viol. C'est tout. Oui, bon. Alors, maintenant, il appartiendra au juge de définir dans quelles conditions, comment, y a-t-il eu des violences, y a-t-il eu... Mais
il est évident que s'il est prouvé que c'est comme ça que ça s'est passé, Oui. ça ne peut pas être... C'est pas un jugement. On est encore dans la relation du fait. Et puis après, on va attendre que la justice Fasse son travail. fasse son travail. Parce que ce sont ce qu'on appelle des vérités de fait. 2 et 2 font 4. En base 10. D'accord? Deux À base font- décimale. D'accord? Bon, ça c'est ce qu'on appelle des vérités de fait. Il y a des vérités de fait et puis il y a des vérités historiques. Les vérités de fait ne sont pas sujettes à interprétation. Alors, passons à la vérité historique, qui est celle du décès de Pierre Samo. Il a eu la une du journal France Antilles, un Martiniquais connu, 21 août 1934, 14 juin 2024, Pierre Samo, le bâtisseur. Il a été pendant longtemps maire de la deuxième ville de Martinique. C'est le poumon, on peut dire, économique de notre pays. Aujourd'hui, il y a la plus grande industrie d'exportation, la raffinerie, il y a l'aéroport, il y a de multiples équipements commerciaux, il y a de multiples équipements sportifs, il y a l'hippodrome, il y a, bon, du point de vue économique, l'abattoir. Bref, une grande ville, et on peut dire qu'il a marqué à la fois son époque et sa ville. Alors la question, c'est que nous devons là maintenant adresser, en votre nom à tous, nos condoléances à tous ses proches, son épouse, ses frères et sœurs, ses enfants, ses petits-enfants, et tous ceux qui ont milité avec lui, mais aussi tous ceux avec qui il a contribué à l'édification de cette ville, et je dis aussi aux institutions du pays, comme la CACEM, où il a été président, la Chambre des métiers, des endroits où les Martiniquais se rencontrent et travaillent ensemble. Il faut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup d'exemples d'artisans. Michel va nous dire tout à l'heure peut-être qu'il soit devenu maire en Martinique. Et c'était quand même une exception qu'il y ait quelqu'un de la classe ouvrière, et il était entrepreneur qui ait assumé le destin de cette grande commune du pays. Alors Michel, ton avis, je sais qu'il a rompu avec le Parti communiste et que ça a été très douloureux pour vous, comme le départ de César, mais alors que peux-tu nous dire à propos du décès de Pierre Samo? Je vais reprendre ce que tu as dit, c'est que d'abord, c'est Justice d'ailleurs consacre un article à Pierre Samo. Nous nous inclinons devant la mémoire de Pierre Samo. Nous partageons la douleur de sa famille, de ses proches et de ses camarades politiques, notamment puisqu'il avait fondé un parti qui s'appelle Bâtir le pays Martinique. Bon. Au-delà, quand même, de ce que tu as dit, des turbulences qu'il y a eu dans sa vie politique, en particulier avec le Parti communiste. Alors, Pierre Samo, effectivement, tu as raison de le souligner, était artisan. Il se proclamait d'ailleurs poseur de briques. Poseur de briques. C'est une manière pour lui quelquefois de se différencier de ce qu'il appelle l'intelligentsia. Il y avait de l'ironie dans l'usage. Oui, l'intelligentsia du parti. Bon. Mais bon, j'avoue que je ne partageais pas cette vision, parce que dans un parti communiste, il doit y avoir fusion entre les intellectuels et les travailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais ceci dit, alors, tu as eu raison de souligner l'importance économique, sociale, culturelle de la ville du Lamentin, mais ça ne date pas seulement de l'époque de Pierre Samo. C'était l'œuvre du Parti communiste depuis Fernand Guillon, puis d'un maire absolument remarquable et rigoureux qui s'appelait Georges Gratien et qui était un gestionnaire hors pair et dont j'aurais aimé que la mémoire et notamment les talents de gestionnaire soient suivis par nos actuels gestionnaires, notamment à la CTM. Alors, Pierre Samo a
a rompu effectivement avec le Parti communiste dans des conditions. C'est pas l'heure de revenir là-dessus. Voilà. Ce n'est pas l'heure de revenir. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Bon. Alors, c'est vrai qu'il a occupé des fonctions nombreuses, des fonctions publiques. Tu as cité la mairie de Lamentin. Il a été conseiller régional, notamment à une première mandature, me semble-t-il, après de Marie-Jeanne. Il a été, me semble-t-il, aussi conseiller général. C'est exact. Il a été vice-président et président de la CACEM, la collectivité... Communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Bien. Et bien sûr, avant ça, j'ai oublié comme de le citer, au départ, il a été président de la Chambre des métiers de la Martinique. C'est lui qui, le premier, me semble-t-il, a voulu moderniser la représentation de ce corps important de travailleurs. Parce qu'en réalité, je fais un peu notre autocritique, nous avons eu une conception dans le passé un peu restreinte de la classe ouvrière. Or, la classe ouvrière, dans un pays comme la Martinique et dans les régions d'outre-mer, avec, c'est pas seulement la classe ouvrière salariée, c'est aussi ceux qui entreprennent et quelquefois, seuls ou avec un ou deux ouvriers. Bon, nous avons 29 000 en Martinique TPE. Sur 33 000 entreprises à peu près, nous avons 28 000 TPE, et dont la plupart ont moins de 5 salariés. Et quelquefois, ces entreprises n'arrivent même pas à dégager un SMIC pour leurs dirigeants. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. Bon. Eh bien, la Chambre des métiers a fait un gros travail de formation, d'éducation. Vous savez que, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens de la Chambre des métiers, notamment Pierre Sabot. Bon, il y a des artisans qui ne savaient pas rédiger un devis. La direction de la concurrence de la consommation. Voici encore un exemple. La législation française, à un moment donné, exigeait qu'en dessous de 100 francs, à l'époque des fois, un artisan devait rédiger un devis. La grande majorité des artisans martiniquais étaient en infraction. Donc, par conséquent, le travail de Pierre Samo, en tant que représentant de cette corporation, a été considéré. La suite a été prise par d'autres, par un certain Maurice Taïlamé, puis bref. Bon, mais voilà. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, la Martinique perd un fils qui a donné ce qu'il pouvait pour faire avancer son pays. Et au-delà des divergences que nous avons eues avec lui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'ai été élu à la CACEM. À l'époque, il n'était plus président, il était vice-président. Il était d'une grande courtoisie. Voilà. Bertrand. Alors, je pense que la première des choses, effectivement, c'est de reconnaître les immenses qualités de cet homme. Et on ne peut que s'incliner donc devant sa dépouille, pour reprendre donc une formule bien consacrée. Alors, moi, il y a deux choses que je retiens de cet homme. Alors, il incarne, d'une certaine manière, une certaine idée du travail. Mais le travail, vous savez que le travail, d'abord, ça renvoie à l'idée, donc, caractère laborieux, tripalium, d'accord ? La souffrance. La souffrance.
Mais il y a aussi, effectivement, derrière le travail, il y a aussi l'idée d'œuvre. Le produit de ce que l'on, donc de ce qu'on a, de sa réalisation. L'ouvrage. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il incarne cette dimension du travail, puisque, effectivement, factuellement, on peut noter ces nombreuses réalisations. D'accord ? Et puis, l'autre aspect, je pense aussi associé au travail, donc au produit de son œuvre, c'est, je crois, à mon avis, je ne pense pas me tromper, c'est véritablement lui qui a commencé à donner du sens à la coopération. Et notamment, je pense que c'est quand même symbolique, cette coopération qui n'a pas été, d'ailleurs j'ai vu un reportage hier soir, il a dit que ça n'a pas été seulement quelque chose de folklorique, il a voulu aller au-delà donc de tout cela, de la coopération donc avec hospitalière, en matière de médecine, tout ce qui a été fait entre le Lamentin et puis au-delà du Lamentin, aussi pour la Martinique, avec les médecins cubains qui sont venus à plusieurs reprises ici. Je pense que à travers cela, il a contribué à donner du contenu, pas un simple jumelage. On est passé avec lui du simple jumelage à la coopération. Avec Santiago de Cuba. Avec Santiago de Cuba. Donc et Santiago de Cuba, c'est la partie de Cuba où il y a le plus de Noirs. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est d'autant plus valeureux, méritant donc de sa part que c'était avec Cuba quand même. C'est pas avec Sainte-Lucie, c'est pas avec Barbade, c'est avec le pays qui, dans notre région, est considéré comme l'ennemi de l'oncle Sam. Donc, d'avoir osé effectivement établir cette relation de fraternité avec le peuple cubain, moi, je trouve que ça ajoute effectivement à tous les mérites que l'on peut reconnaître à cet homme. Voilà un hommage mérité, il faut dire peut-être, pas en conclusion, mais c'est que le métier de maire est difficile, les gens l'oublient. C'est un métier qui est prenant et qui vous demande, je dirais, beaucoup de clairvoyance. Alors, Pierre Samo a eu la chance d'hériter d'une commune qui avait des fonds, mais surtout un capital foncier très important. Georges Gracian a laissé beaucoup de terrain à son successeur. Et ce qui lui a permis d'avoir le foncier, la réserve foncière, qui a permis de faire tous ces multiples édifices, l'édifice scolaire, sportif, hospitalier, ce qui a donné ce rayonnement à cette ville. Et la chose aussi importante, c'est que cette coopération avec la grande île de la Caraïbe nous a montré aussi que l'environnement était quelque chose d'important. Une conception qu'on n'a pas souvent chez nous, la coopération Caraïbe, c'est plutôt un discours, c'est beaucoup de formalisme, mais c'est beaucoup de cas concrets. Et effectivement, en matière de développement durable, en matière culturelle, en matière économique, aujourd'hui, il y a une économie de la santé. Et donc, un lien a été tissé avec la grande île de Cuba, qu'il appartient aux successeurs de Pierre Samo, mais aussi à tous les Martiniquais de faire prospérer. Voilà donc pour Pierre Samo. Oui. Oui, sur cette question de lucidité, il y a un troisième trait que j'ai bien apprécié aussi chez cet homme, quand il disait qu'il n'était qu'un poseur de briques. Il y avait une dimension ironique dans ce propos, mais c'est peut-être, à ma connaissance aussi, depuis le temps où je commençais à observer, à travailler ces questions, il a su s'entourer d'administratifs compétents. Et ce rapport entre le politique et l'administratif, je pense que là aussi, il y a quelque chose qu'il a initié et toujours en ma qualité d'observateur que je vois disparaître aujourd'hui. Je vois disparaître où il m'est arrivé, donc ça m'arrive de faire des interventions au CNFPT. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Quand un élu demande à ses collaborateurs de lui pondre un rapport, une note parce qu'il doit prendre une décision. Donc voilà, une aide à la décision en quelque sorte. Et que l'administratif rend son rapport, et les rapports aujourd'hui c'est avec proposition. Mais quand l'administratif
fait une seule proposition, ça pose un problème. Parce que qui aura pris finalement la décision? C'est la question que je pose. C'est quelque chose donc, que je débat avec les administratifs qui viennent, donc que je fais des interventions au CNFPT. Alors, c'est une réflexion très judicieuse, Bertrand, parce que la technostructure martiniquaise existe. Et ma petite expérience de la vie citoyenne et politique de Martinique me fait dire que beaucoup de régions françaises nous envient cette technostructure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent réfléchir, qui savent écrire, qui savent compter Martinique. Maintenant, encore faudrait-il... Et que chacun reste à sa place. Encore faudrait-il que cette technostructure soit bien utilisée, mais surtout que chacun reste à sa place. On ne prolonge pas trop longtemps le sujet et on passe aux législatives prochaines. Alors, Michel, avec la liste des candidats donnée par Justice, mais par aussi d'autres journaux, Franceti et surtout la préfecture. Alors, il y a 4 circonscriptions en Martinique. Dans la circonscription, la première, Centre-Atlantique, il y a 8 candidats. Alors, je serai obligé de les citer. Lagier Alain-Claude avec suppléante Karine Mousseau. Philippe Edmond-Mariette, suppléant Philippe Jean-Marie Alphonsine. Jean-Marie Gabriel, suppléante Marthe Di Surelli Marie-Hélène. Crampon Cédric, suppléant Robin Marquettedi. Fiari Fabrice, suppléante Masso Godelive. C'est un homme ou une femme, je ne suis pas sûr. Os Sylvain, suppléante L'Aventure Jean-Louis Mathieu. Mievili Yann, suppléant Dalma Didier. William Giovanni, suppléant Lannoy Jean. Alors, est-ce qu'on fait une petite analyse par section circonscription ou bien on passe tout de suite aux autres candidats? Si on fait circonscription par circonscription, donc réglementairement, il va falloir effectivement égrener l'ensemble de la liste. Les candidats, oui. D'accord. Il va falloir donc pour chaque circonscription, il faut donner. Alors ça, je le fais au début, mais peut-être qu'il vaut mieux que je le fasse en début de notre débat parce que c'est pour l'équité aussi, pour respecter la déontologie. C'est obligatoire. Donc, réglementaire, oui. Dans la deuxième circonscription, ce qui est la circonscription du Nord, il y a candidat Juvenal Rémire avec suppléante Lérès Micheline, Rafa Christian, maire de Saint-Pierre, suppléante Signamin Rodap Astrid, Ventado Alexandre, suppléante Casimirius Marie-Thérèse, maire de Basse-Pointe, Nado Marcelin, suppléante Hiero Cynthia, Yann Monplaisir, maire de Saint-Joseph, suppléante Violaine Diaz, 3e adjointe de la ville de Sainte-Marie. Pour la 3e circonscription qui est Fort-de-France, il y a là 8 candidats et candidates. D'Espagne Frédéric, suppléante Chanlon Ingrid. Bélé Béatrice, suppléante Nadia Chonville. Johnny Ajar, suppléante Martial Jouan Nathalie. Jos Nathalie, suppléant Beauchamp Harry. Granier Emmanuel Mano, suppléante Loredon Mireille Aline. Max Ferrati, suppléante Nadine Gusto. Mélanie Sulio, suppléant Ciseaux Steve. Francis Carole, suppléante Zamor Magali. Ça, c'est les 8 candidats pour Fort-de-France. Pour la 4e circonscription qui est le Sud, première, il y a 7 candidats et candidates. Yvette Gallo et suppléant Louis-Alexandre Antoine. Monsieur Philippe Petit et son suppléant Tin Gustave. Madame Haute Goussard et son suppléant Eddy Arnolin. Monsieur Nilor Jean-Philippe et Madame Anne Bérisson, sa suppléante. Madame Thérèse Karine avec comme suppléant Monsieur Pélage Benoît. Monsieur Louis Boutrin et sa suppléante Marianique Apocal. Enfin, Monsieur Roy-Larintry Grégory Michel avec comme suppléante Bélibi Virginie. Voilà donc pour ces candidats qui sont moins nombreux qu'en 2022, pour cause peut-être de temps et aussi parce qu'il y a un certain nombre de changements sur l'échiquier politique. Alors,
à toi la parole, Bertrand. Que t'inspire cette liste de candidats pour cette élection législative? Alors, je n'ai pas de remarques notables. Effectivement, bon, le moindre nombre de candidats s'explique, je pense, par la surprise. Peu de personnes s'attendaient à ce que, effectivement, que Emmanuel Macron prenne cette décision et donc avec les conséquences que cela induit, notamment donc l'organisation d'élections législatives à ce moment. Ce qui est assez particulier aussi sur le plan du symbole, hein, c'est que les élections européennes traduisent, on va dire pour aller rapidement, sommairement, un repli sur soi. D'accord? Puisque c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. D'accord? Avec l'idéologie, donc. Enfin, de l'Hexagone. Oui, je parle de l'Hexagone. Je parle de manière générale. D'accord? Donc, l'idéologie qui est charriée par ce parti politique, donc, il renvoie à l'idée de repli sur soi. Et puis, un événement d'ordre universel qui est programmé en France à partir de la fin de juillet. Donc, ce contraste-là est assez saisissant. Et puis, donc, une réponse qui, effectivement, me paraît... c'est difficile de qualifier cette décision. En tout cas, elle n'est pas celle d'un homme d'État. Je dirais ça pour ne pas dire autre chose. Et donc, personne ne s'y attendait. Donc, je pense que peu de gens... les élections donc, de 2022 ont encore laissé des traces, hein, parce qu'il a fallu pour beaucoup de gens donc, s'investir financièrement, émotionnellement, tout ce que physiquement, et que certains n'ont pas les moyens à 2 ans après, donc effectivement, de repartir au combat. D'accord? Donc je ne suis pas étonné, effectivement, qu'il y ait moins de candidats pour ces élections intermédiaires, on dira. Bon, ceci étant, donc les sortants, c'est normal qu'on les retrouve. Et puis quelques personnes qui reconduisent donc leur candidature. Donc ce qui signifie que ces personnes sont bien ancrées aujourd'hui dans le paysage politique martiniquais, donc comme Yann Mievili, aujourd'hui qui est un acteur de la société civile que l'on voit faire effectivement des posts sur les réseaux sociaux. Donc il y a quelques personnes de ce type. Yann Monplaisir qui revient dans la course, me semble qu'il n'était pas là. Je ne me rappelle pas qu'il eût été candidat en 2022, il me semble pas. Non. Voilà. Donc, mais bon, pas de remarques notables quant à effectivement à la configuration pour ces prochaines élections d'ici une semaine. 28 candidats, Michel. Il y en avait 55 en 2022. Oui. Voilà. Quel est ton sentiment? Bon, alors, d'abord, mon sentiment, quand les gens disent qu'il faut renouvellement, je réponds toujours, oui. Il y a des gens qui sont candidats aux élections, et ce sont les Martiniquais qui choisissent. Donc s'ils ne choisissent pas de renouveler le personnel politique, c'est qu'au fond, ils sont plus ou moins satisfaits de ceux qui sont là. Bon. Ça veut dire quoi? Que tu souhaites le renouvellement des 4 sortants? Ça veut dire que les Martiniquais, d'une manière générale, en ce qui concerne... alors, je ne souhaite pas, mais je sais que ce type d'élection favorise les sortants. Oui, il y a ce qu'on appelle la prime aux sortants. Oui, c'est l'hypothèse que j'ai formulée. La prime, c'est d'abord la notoriété. Bon, le fait que... Bon, en plus que leurs actions sont plus ou moins médiatisées. Bon, maintenant, ceci dit, je vais faire quelques observations sur le panorama politique que ça dégage. Alors, nous avons d'abord quelque chose de nouveau, c'est que nous avons 4 candidats du Rassemblement national. Et ça, nous n'avions pas de candidat du Rassemblement national en 2022. Il y en a 4 cette fois-ci. 4 cette fois-ci, bon. Et 4 Martiniquais, hein. C'est ça. Bon. Ce n'est pas des métros, hein. C'est à noter. Bon, bien. Deuxièmement, nous avons dans le courant qu'on peut appeler gauche, nouveau Front populaire, nous avons des candidats estampillés Front populaire, mais nous avons des candidats qui sont proches
du nouveau Front populaire. Je prends l'exemple de Fort-de-France, par exemple, le candidat que je soutiens. Tu as le droit de nous dire qui c'est. Bon, j'ai le droit de le dire. Bon, Francis Carole est très proche du Front populaire. Et pourtant, Johnny Ajar, dans ses messages, a mis le logo de la ville du PPM, il a mis le logo de l'Alliance et le logo du nouveau Front populaire. Donc, ce qui veut dire, j'en tire une conclusion, c'est que en Martinique, là, il y a des particularités, des spécificités. Autrement dit, ceux qui croient qu'on peut plaquer les analyses politiques venues de Paris sur la réalité martiniquaise, c'est faux. Bon, par exemple, il y a un ensemble qui s'appelle Grand Semblé. Le Grand Semblé, pour Martinique, GSPM, a investi des candidats. Lesquels? Il a investi au moins 2 candidats. Francis Carole et Philippe Edmond-Barouillette. Donc le candidat du Grand Semblé à Fort-de-France, c'est donc Francis Carole. Oui. Exactement. Bon. Alors, troisième observation. Tu as des candidats issus de PIA. Alors, tu as un candidat, ça c'est original. Tu as un candidat PIA qui est membre de la France Insoumise, Jean-Philippe Nilon. Tu as un autre candidat de PIA qui est membre du groupe communiste, Marcelin Nadeau. Et PIA aussi a une candidate à Fort-de-France. Et PIA a une candidate à Fort-de-France en la Nathalie personne de Josse. Mme Josse. Donc, enfin, Oui. Vas-y. et enfin, tu as une provision de candidats dits, entre guillemets, sans étiquette. Mais derrière ces soi-disant sans étiquette, il faudra déceler quelles sont les véritables orientations politiques. Bon, il appartiendra aux électeurs de décaper sous l'apparence ce que cachent ces étiquettes. Bon, par conséquent, les électeurs, me semble-t-il, ont le droit de savoir, quand ils votent pour quelqu'un, quelle est son orientation politique et avec qui il va siéger si jamais il est élu. Parce que la particularité de ces élections, c'est que l'un des enjeux de l'élection, c'est de dégager, le président de la République a voulu, semble-t-il, sortir d'une situation de majorité relative À une majorité absolue. Voilà. C'est l'enjeu des élections C'est législatives. l'enjeu. Bon, et d'ailleurs, l'un des partis candidats, le RN, dit que je ne serai pas Premier ministre Si je n'ai pas, si une majorité absolue. Bertrand, alors, Oui, juste une petite un complément par rapport à la configuration de politique, donc à partir de ceux qui se soumettent au suffrage des électeurs martiniquais pour ces prochaines élections. Si on prend l'exemple donc de PIA, effectivement, on note que ce sont d'abord des candidats issus de partis qui se veulent ancrés au niveau local. Oui. Mais comme il s'agit donc d'une élection législative, et en plus ce sont des sortants, ils sont déjà rattachés à des mouvements nationaux, donc d'où cette double appartenance, mais qui tranche avec les élections européennes ou qui était une élection purement distanciée. On votait pour quelqu'un. Oui. Voilà. Là, on a effectivement cette idée de proximité parce qu'on sait que c'est M. Nadeau, on sait que c'est M. Nilon, on sait que c'est M. Monplaisir, ainsi de suite. Mais en même temps, il y a cette dimension nationale qu'il ne faut pas occulter dans cette élection. Ce qui peut expliquer, effectivement, pour le cas de Marcelin Nadeau et de Jean-Philippe, cette double appartenance PIA, ancrage local, mais rattachement à un groupe national. oui, mais c'est une triple appartenance en l'occurrence, parce qu'ils sont issus du même parti local, mais ils sont rattachés à 2 groupes différents. Mais tout ça fait partie de la NUPES. Oui, mais... Aujourd'hui, du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il y a une différence artificielle, Bertrand c'est la question qu'on peut se poser. Alors, Pourquoi je pense que oui. Pourquoi cette distinction? Moi, je pense que... c'est une distinction artificielle parce que, de mon point de vue,
Le nouveau Front populaire n'est qu'une simple continuité de la NUPES. Ah bon, donc c'est une NUPES réhabillée. Réhabillée. Ah bon, D'accord. Non. Moi, c'est mon analyse. et qu'on aurait pu mettre PIA, nouveau Front populaire, comme c'est le cas pour Marcelin Nadeau, qui s'est indiqué, donc sur le journal Justice, c'est indiqué. Ça, c'est nous. Hein. Voilà, c'est nouveau Front populaire. C'est déjà notre analyse. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de triple appartenance, il y a une double appartenance locale, mais en même temps, c'est la logique des élections législatives, donc de pouvoir se situer, de positionner par rapport à un enjeu qui est un enjeu national, qui consiste à dégager une majorité. Une majorité dont c'est ça l'enjeu des élections. Ce qu'elle sera. C'est qu'elle sera, mais peu importe. Cela dit, nous sommes sortis d'un débat où il y avait une bipolarisation, deux camps, gauche et droite. Aujourd'hui, maintenant, il y a une tripartition. Tripartition, oui. Donc, la situation a évolué. Et donc, le président de la République, en procédant à la dissolution, souhaite qu'il y ait une clarification de ce point de vue-là, puisque la France, c'est, de mon point de vue, c'est la première élection où on a comme ça 3 blocs qui s'affrontent, 2 extrêmes, et un bloc central qui, aujourd'hui, réunit des gens de l'ancienne gauche et de l'ancienne droite. Lorsque l'on voit dans la NUPES l'arrivée de l'ancien président de la République, François Hollande, dans le nouveau Front populaire, c'était quand même son échec qui n'a pas pu se représenter à cause de ses amis de gauche, et notamment de l'action des frondeurs et de Mélenchon. Donc, dans chacun des camps, il y a aussi des divergences. Et qui peut dire aujourd'hui le nombre de groupes qu'il y aura dans la nouvelle Assemblée nationale française qui sera élue le 7 juillet, mais nous votons ici le 29 juin et le 6 juillet. Mais bon, sans jouer à Madame Soleil, Madame Irma, quelque part les sondages tendent à nous indiquer qu'on aura droit effectivement à 3 groupes, à la présence de 3 groupes au sein donc de l'Assemblée. Mais la grande question est de savoir s'il y aura un groupe qui parviendra à avoir la majorité absolue. C'est l'enjeu aujourd'hui. On sait qu'il y aura 3 groupes, ça c'est clair. Mais est-ce que donc il y aura un groupe parmi les 3 qui parviendra à atteindre la majorité? Donc les 289 députés qu'il faut réunir pour disposer d'une majorité absolue. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais dans chaque groupe, Bertrand, il y aura, notamment dans le nouveau Front populaire, M. Mélenchon sera-t-il candidat? Il n'est pas candidat. Non, attendez. Il n'est pas candidat. Sera-t-il candidat au poste de Premier ministre? Parce qu'il n'est pas candidat, on est d'accord. Nous sommes législatif, oui. Mais sera-t-il candidat? Parce que M. Bardella n'est pas député, nous sommes d'accord. Oui. Donc il est député européen. Donc dans les différents camps, il y a aussi une compétition pour savoir qui sera retenu. Tout à fait, c'est une réalité, oui. Alors, je pense que la question ne se pose pas dans le camp Rassemblement National et LR, les quelques LR qui ont rejoint le Rassemblement National. La question se pose surtout parce que là, aujourd'hui, il y a un vrai affrontement entre les sociodémocrates incarnés par le PS et la France insoumise quant à, effectivement, la personne qui sera la mieux habilitée à incarner ce groupe et qui pourrait effectivement être désigné Premier ministre dans l'hypothèse où ce groupe atteindrait les 289 sièges à l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est une question qui se pose, mais ce débat-là ne se pose pas du côté de l'autre côté, Jordan Bardella, puisque c'est soit Jordan Bardella, soit Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, ce qui l'intéresse, c'est la présidence. D'accord ? Et puis, c'est vrai que c'est un usage des régimes parlementaires, pas de la Ve République, des régimes parlementaires où le président désigne comme Premier ministre celui qui incarne la majorité, mais qui est généralement un membre de l'Assemblée. Mais c'est un usage. Il n'y a aucune règle qui oblige à choisir parmi les députés celui qui sera effectivement le leader de la majorité. Mais Balladur, c'est le professeur de droit public qui parle. Michel. Balladur, par exemple, n'était pas député. Il était désigné par Chirac. Bon. Alors, 2 observations. La première observation, je reviens un petit peu à la Martinique.
parmi ces candidats-là, il y a des gens qui ont été pris à contre-pied. Hein. Il y a des gens qui ont dit, bon, l'élection européenne, ça ne m'intéresse pas. Bon. Et c'est pour ça que beaucoup n'ont pas été capables, et d'autres qui ne sont pas là, n'ont pas été capables de présenter un candidat. Hein. Tu penses à qui? Bon. Tu es un galopin. Pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. Le kiosque, on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. Mais là, il y a un vrai débat. Hein. Il y a un vrai débat. Hein. Alors, autrement dit, il a montré la dialectique dans toute son intervention. Il a montré la dialectique quand il y a le débat national et le débat local. Il est certain que, je prends l'exemple, sur la question de l'eau, je regarde des programmes. Tu ne peux pas dire que tu poses la question de l'eau, qui est un problème éminemment local, et si tu ne dois pas t'adresser au niveau national. Plan ODOM 2016-2026. Pour obtenir, soit par le contrat de convergence, soit par les fonds européens, soit par le budget de l'État, dans le budget des DOM. Le budget des DOM, c'est 21 milliards. Des dom-toms. Le budget de la Martinique, c'est 2,9 milliards. Le budget de l'État en Martinique, c'est 2,9 milliards. D'accord. Bon, d'accord. Eh bien, tu vas pas. Il est certain que tu es député, il faut aller dans un groupe pour demander. Je ne vote pas pour toi. Qu'il faut demander 200, 300 millions de plus pour rénover les réseaux d'eau défaillants de la Martinique, parce que ce n'est pas simplement... Ce qui, de nature, a donné du travail au BTP. Voilà. Donc, autrement dit, pour le moment, nous sommes dans le cadre de la République française, et par conséquent, je l'ai dit la dernière fois, moi j'ai appris ça quand j'étais à la jeunesse communiste. Chaque fois qu'il y a une institution, un organisme qui décide du sort des Martiniquais et des travailleurs, je dois mettre en face quelqu'un pour revendiquer. Et j'ai fait du syndicalisme. J'avais le syndicat au niveau de la direction de la concurrence. Ensuite, on avait le syndicat au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ensuite, sur le syndicat au niveau de la fonction publique. Je ne vais pas plus loin. C'était ça. Il fallait avoir des représentants à chaque niveau de décision. Sinon, tu laisses d'autres prendre des décisions à ta place. Là, tu critiques la position du MIM qui ne voulait pas de candidat aux élections européennes. Michel, là, on est dans des élections législatives. Bon, et le MIM rassemblé à 2 candidats. Oui, mais le problème, c'est que l'élection législative et le résultat des élections européennes, le résultat peut-être surprenant, mais le résultat des élections européennes, et d'autre part, nous allons avoir des décisions qui vont... je prends l'exemple. Avec le déficit de la France, cette semaine, la décision européenne a tiré les oreilles à la France parce que son déficit dépasse les 3% du pays. Bon, par conséquent, le prochain gouvernement aura soit à obtempérer et faire des coupes. C'est pas simplement 2 fois 20 milliards, comme l'a annoncé monsieur le maire. Monsieur Bardella sera, s'il est Premier ministre, devra faire 100 milliards, 120 milliards de coupes dans le budget de la France s'il veut réaliser ce qu'il dit. Alors, ok Michel, là on a parlé des candidats, là manifestement Michel veut qu'on aille sur les programmes, c'est prévu dans notre sommaire. Alors, appréciation des programmes de chacun. Bertrand, est-ce que les programmes qui sont là aujourd'hui sont réalistes? Est-ce que, de manière très concrète, avant ton intervention, est-ce qu'on peut croire qu'il y aura un retour sur la loi qui a instauré la retraite à 60 ans?
À 64 ans, pardon, à 64 ans. Puisque Bardel a dit, enfin, il a changé d'avis depuis la semaine dernière, ils sont passés maintenant à 62, et il dit maintenant aussi, non seulement ce ne sera pas 60 ans, mais ce sera 62 ans, mais ce n'est pas dans les priorités. C'est écrit dans les différents journaux qu'on a pu lire. Il dit maintenant, on va voir, on va faire un audit, on n'est pas sûr. Alors, est-ce que, par exemple, parce qu'il faut être concret pour nos auditrices et nos auditeurs, et aussi des téléspectateurs qui écoutent et qui attendent des réponses, est-ce que, par exemple, concrètement, ceux qui disent qu'ils vont abroger la loi sur la retraite à 64 ans, le feront véritablement? Ce qu'une loi a pu faire, une autre loi peut défaire. Sur le papier. Je donne d'abord une réponse juridique. D'accord? Juridiquement, oui. C'est parfaitement envisageable. Alors, maintenant, la question, elle est plus politique que juridique. Juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. Et ce n'est qu'une loi. Alors, donc j'allais préciser, c'est surtout donc au niveau politique que des difficultés peuvent se poser, survenir, et surtout sur le plan budgétaire. Mais a priori, il n'y a pas de raison, parce que la loi, elle donne pas encore sa pleine dimension, puisque certaines dispositions ne sont pas encore effectives. Donc, il y a peut-être encore temps de, peut-être pas l'abroger, qui est une vision un peu radicale, mais il est clair que sur certains points, on peut revenir sur certaines lois, certaines dispositions donc de cette loi, et notamment la fameuse disposition fixant donc à 64 ans l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas un élément d'ordre constitutionnel. La loi a été prise pour atteindre l'équilibre en 2030. Oui. Or, les nouvelles, là, dernièrement, nous disons la presse économique, il est maintenant avéré, établi qu'en 2030, il y aura 14 milliards d'euros de déficit. Oui, mais on peut relativiser tout cela pour une raison toute simple. La réforme qu'avait envisagée, qui avait été menée par celui qui envisageait de se présenter aux élections en 2017, et qui a eu des problèmes avec la justice, et qui aurait été certainement le gagnant. Monsieur Fillon, François. Monsieur Fillon. La réforme Fillon, qui date de 2003, se voulait être une réponse adaptée à la question. 65 ans, puis 67 ans. Oui, c'était ça le projet Fillon. D'accord, il y a des dispositions qui ont été prises, et force est de constater que régulièrement, chaque gouvernement y va de sa petite réforme s'agissant de la retraite. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de réponse absolue sur cette question, et qu'éventuellement, donc on peut, avec des orientations politiques différentes, envisager la question de la retraite, revenir sur les 64 ans, les 62 ans. D'autant que cette loi, elle ne donne pas encore sa pleine mesure. Toutes les dispositions de cette loi ne sont pas encore effectives, donc il est possible, effectivement, de la modifier, peut-être pas de l'abroger, on abroge peu en français, mais il est possible de revenir sur certaines dispositions de cette loi. Oui. Alors Michel, sur les 50 milliards qu'il faut trouver pour les retraites. J'ai là Le Monde. Hein. Le Monde, c'est le journal de la gauche caviar française. Bon, bref. Bon, alors, le nouveau Front populaire veut abroger la réforme. Renaissance s'en tient à la loi. Les Républicains n'envisagent pas d'ouvrir le débat. Le Rassemblement national reste flou concernant ces intentions, c'est ce que tu as indiqué. Il dit, je vais faire un audit. Bon. Autrement dit, et j'ajoute, le corps, le comité d'orientation des retraites, qui a été chargé. Le président du corps avait dit qu'il y aurait un passage difficile en 2024-2027, 2025-2027, déséquilibre, mais qu'en 2030, au contraire, l'équilibre serait rétabli. Bon, le gouvernement actuel l'a viré, on a changé le président du corps, et qui est sorti le chiffre que tu viens de citer. Il dit, en 2024, le déficit, c'est 5,8 milliards d'euros. Bon, en tout cas, le fait est, c'est que le problème, c'est que le nouveau Front populaire envisage d'augmenter un peu la cotisation de 0,8 points la cotisation retraite, et d'autre part, d'abonder par une aide de l'État les caisses de retraite. De combien, Michel? Hein? De combien? Alors,
en gros, je te donne Ce qui est écrit dans le programme. Il s'agit d'utiliser le rétablissement de l'ISF et toute une série d'autres dispositions, notamment en matière fiscale. D'augmentation des impôts sur les gens, il faut le dire, Michel. D'augmentation des impôts. Non, d'augmentation des impôts sur ceux qui peuvent payer. Oui. Bon, c'est pas pareil. C'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune, notamment. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'est pas toi et moi, c'est les citoyens qui ont les moyens. Bon, par conséquent, l'augmentation de l'impôt sur le revenu, c'est les tranches élevées de revenus. C'est pas toi et moi, même toi et moi. Non, c'est supérieur à 4 000 euros, Michel. Bon, eh ben oui. Oui, alors oui, mais la question c'est que tu as un tas de fonctionnaires, qui ont 40% en Martinique et qui sont malgré l'abattement. Si on change tout cas, il y a un abattement. Techniquement, si on modifie cette chose, un certain nombre de gens qui touchent aujourd'hui plus de 4 000 euros en Martinique, notamment les fonctionnaires, vont payer plus d'impôts. L'abattement sera rétabli par les députés martiniquais qui vont se battre pour faire en sorte que l'abattement ne touche pas les personnes qui touchent les 40%. Par conséquent, alors, voici donc ce qui est décidé. Bon. La véritable question, à travers cette question, on l'a posée on a abordé incidemment la question de la fiscalité. Bon. C'est qu'il s'agit d'une rupture. Autrement dit, le nouveau Front populaire, c'est en ce sens que le Front populaire d'aujourd'hui c'est pas simplement la NUPES, c'est une rupture par rapport à la situation, la gestion. Alors Michel, question concrète, Michel. Je sais que toi tu lis comme Bertrand, comme nous, on a plus de temps, on lit la presse économique. Là, le nouveau Front populaire veut indexer les salaires sur l'inflation. François Mitterrand, président de la République socialiste, a mis fin en 1983 à l'indexation des salaires. Oui, tout à fait. François Mitterrand était un social-démocrate. Aujourd'hui, il a fait l'expérience. La social-démocratie a conduit la gauche à l'échec. Et bon, le nouveau Front populaire a décidé de tirer des leçons des échecs de la social-démocratie. On ne va pas refaire les erreurs de la fois. Il faut gouverner en fonction des intérêts des masses populaires. Alors, concernant... oui. Je suis d'accord que ce n'est pas assez NUPES sur le plan programmatique. Mais bon, organiquement, c'est toujours la NUPES, nous sommes d'accord. Entendons-nous bien. C'est-à-dire ce sont les mêmes composantes qu'on retrouve dans le Front populaire. Pas tout à fait. Quelques unités près. Bon, mais c'est pas cela. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a une volonté de rupture. Et ce qui m'amène parce qu'on est en train de débattre, à soumettre cette question. Parce que moi, je suis assez interpellé lors des campagnes électorales, à l'occasion des élections, qu'elles soient municipales, et notamment, donc si je reste à ce niveau-là, qu'on ait tendance, donc sur les plateaux de télé, à poser la question, donc à revenir de manière permanente et incessante sur la question des déficits. Moi, j'ai une question qui me taraude, je n'ai pas de réponse, mais je me pose la question de savoir si la question du déficit est une question politique au sens noble du terme. Est-ce que ce n'est pas une question de politique publique, donc une mesure technique, plutôt qu'un problème politique au sens donc de bien commun? Parce qu'il y a des déficits, d'accord? Il y a déficit et déficit. Un déficit d'investissement, je ne suis pas un financier, mais en tout cas, les quelques éléments que j'ai pu apprendre lorsque j'ai fait des cours de droit de finances publiques, quand en ma qualité d'étudiant, j'ai appris qu'un déficit d'investissement n'est pas la même chose qu'un déficit de fonctionnement. Et même déficit de fonctionnement. Si il s'agit d'investir dans le social, dans la société, est-ce qu'on peut comparer ce type de déficit à un déficit où il s'est agi d'acheter... Tu poses une vraie question. Bertrand, rassure-nous. Si tu gagnes 1 000 euros par mois, tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas dépenser 1 200 euros tous les mois. Oui, mais est-ce qu'on peut toujours même comparer... Même si c'est pour acheter des investissements, pour acheter une voiture, est-ce qu'on peut comparer notre manière de gérer en bon père de famille notre argent avec... Un État. Mais les recettes de l'État, ce sont nées aux impôts, hein?
Nous sommes d'accord. Bon, Alors, c'est un vrai débat. oui. C'est un vrai débat. Bon, la gauche, dans le nouveau Front populaire, adopte l'attitude qu'a adoptée Roosevelt en 1933. Et qu'a recommandé, ce que tu dis là, ce n'est autre que le bon vieux John Maynard Keynes. Exactement, oui. Bon, qui te dit que, effectivement, un déficit d'investissement, encore que cette distinction entre déficit d'investissement et déficit de fonctionnement ne soit pas toujours juste, parce que je vais citer Roosevelt. Roosevelt disait la chose suivante: je préfère embaucher un type qui creuse un trou avec la terre qu'il a enlevée, il bouche un autre trou, avec la terre qu'il a enlevée, qu'il rebouche un autre trou, pour qu'il sorte du nord des États-Unis, qu'il arrive au sud avec un baluchon. Le problème aujourd'hui, c'est que pour faire cette route, il n'y a que des voitures chinoises qui vont rouler sur la route. Bon. Donc, Roosevelt s'est un peu dépassé. Non, c'est pas. Tu as l'industrie chinoise, la mort de l'industrie européenne. Non, ça n'est pas dépassé. Et tu as l'industrie chinoise qui est en train de dominer le monde. Ça n'est pas dépassé. Mais ne perds pas le fil de ta pensée, Michel. Restons pour les gens. C'est le fait que la dépense publique peut être un moyen de relance de l'économie et de l'emploi. Mais comment tu finances la dépense publique? Bon, Alors, vous êtes tous les deux fonctionnaires ou retraités. Lorsque la nouvelle gauche, le nouveau Front populaire, dit qu'il va augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 10%, ça va coûter au budget de l'État 20 milliards d'euros. Oui. Alors que ni Hollande, ni Sarkozy n'avaient augmenté le point d'indice, ça a été augmenté par l'actuel président de la République, M. Macron. La question que je vous pose à tous les deux, où trouver les 20 milliards de recettes supplémentaires? Alors, moi, je ne saurais répondre à cette question, je ne suis pas suffisamment spécialisé. Moi, je pose la question toujours sous l'angle politique. Moi, s'il s'agit d'investir dans les services publics, et puis qu'on a un service public de qualité, je serai d'autant plus enclin à payer des impôts parce que je sais que j'ai droit à donc un système éducatif, j'ai droit à une justice qui fonctionne convenablement. Je pense qu'on doit aussi poser cette question sous cet angle-là. Le problème vient du fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que notre argent n'est pas utilisé de manière efficiente. Je ne dis pas efficace, je dis efficiente. D'accord ? Parce qu'en raison de la dégradation, notre système de santé est en péril à la limite. D'accord ? Où cet argent, l'argent que nous payons, d'accord, nos impôts, servent-ils réellement à parer, donc à faire fonctionner convenablement le système, le service public de Martinique de manière générale? Moi, la vraie question, elle est celle-là, pas celle de savoir combien on paie. Ah, mais quand même, il faut reconnaître que tous nous regardons notre feuille d'impôt, pour ceux qui veulent regarder. Bien sûr. Nous payons une taxe d'habitation il y a quelques années, on ne la paie plus. Donc, on a du pouvoir d'achat en plus. Oui. On payait une redevance audiovisuelle, on ne la paie plus. Oui. Aujourd'hui, le Rassemblement national dit, nous allons privatiser l'audiovisuel. Une question politique, êtes-vous, oui ou non, favorable à cette privatisation? Non, personnellement, non. J'estime qu'un État doit aussi promouvoir la culture, d'accord? Et c'est le rôle de la télévision publique de permettre, alors pas culture au sens comment pourrais-je dire ça, basique du terme, mais promouvoir l'humanité. Et j'ai envie de reprendre une expression que tout le monde connaît à Martinique, promouvoir les armes miraculeuses. C'est ça la culture. Nous permettre d'être des individus, d'accord? Puisque la culture sert à la civilisation. Donc, et la civilisation, c'est de lutter contre, c'est de faire en sorte que l'homme ne soit pas un barbare. Et donc, il appartient effectivement à un État de promouvoir la culture afin donc de permettre à chaque être humain, homme et femme, d'être des êtres dignes de ce nom. Bon, parce qu'aujourd'hui, je
J'en parlais avec quelqu'un pendant la Covid et il s'avère que je lui ai dit quelque chose que j'ai entendu. Donc, Monsieur Lucrèce a parlé de décivilisation. C'est vrai parce que c'est un vieux concept. Mais quand je regarde ce qui se passe, j'ai dit à cette personne pendant la Covid, je pense qu'on a besoin d'une couche de civilisation encore par rapport à ce que j'observe, comment nous fonctionnons quelque part. Tu as noté d'ailleurs que le Covid revient. Hein? Bon. Alors, est-ce qu'on aborde le sujet du Covid ou bien on continue, Michel, sur la question des programmes, oui? Est-ce que tu es favorable ou pas à la privatisation de l'audiovisuel public, puisque c'est ce que... Attends, parce que les gens disent, on n'a jamais essayé le Front National. Moi, des gens qui me disent, pas plus tard qu'il dimanche, on les marché à, un grand dit moi, mais il faut un coup, nous pas jamais changer. Le Front National... Donc, le Front National a dit qu'il est privatisé, c'est-à-dire Martinique Première, qui est venu en société privée. Alors réponds-nous très clairement. Très clairement. Que non, ce que veut le Front National, c'est confier l'audiovisuel à des gens comme Bolloré, qui ont déjà commencé d'ailleurs à utiliser. CNews, c'est la télévision Bolloré. OK? LCI, c'est la télévision Bolloré. Et en ce moment, Bolloré est en train de concentrer les moyens financiers pour racheter le Figaro. Autrement dit, on écarte le service public avec un minimum de garantie pour une information relativement équilibrée et d'objectivité, pour le donner à des gens qui dépendront de patrons privés. Donc, c'est une régression de la liberté d'information, de la liberté d'expression. L'existence aujourd'hui de télévision publique où il y a une obligation, je prends l'exemple, en ce moment, l'ARCOM oblige Martinique Première et les autres télévisions, mais Martinique Première, à inviter la plupart des candidats à s'exprimer. Par conséquent, il y a une relative visibilité des candidats, des différents candidats, même ceux qu'on appelle les petits candidats, les candidats peu connus, pour pouvoir s'exprimer et se faire connaître du public. Bon, et c'est ça la démocratie. Donc la démocratie, c'est bon, Michel? Donc nous passons au thème suivant. Tu as dit ce que tu voulais? La démocratie, c'est la possibilité de s'exprimer, de faire circuler les idées. Et à ce moment-là, le citoyen, mais à condition qu'il soit bien informé et qu'il ne soit pas matraqué par CNews qui lui apprend que le RN, ce n'est pas un parti fasciste, eh bien, que le citoyen puisse choisir en connaissance de cause. Donc, samedi 29 juin et puis samedi 6 juillet, les Martiniquais auront leur destin en main. Ils vont désigner leur candidate ou leur candidat. Alors, on peut apprécier cette décision de différentes manières, mais c'est ce qu'a voulu le président de la République, rendre au peuple sa souveraineté. Oui, on peut ne pas être d'accord, oui, mais en tout cas, il faut prendre acte, c'est ce qu'il a dit. C'est à vous donc de décider. Décider. Oui, moi je crois que les citoyens doivent être exigeants auprès des candidats. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons savoir qui est qui. Très bien. Venir devant l'électeur, je suis un ticket, je suis ni droite ni gauche. Ça n'existe pas, ça. Bon, ça n'existe pas. Oui, mais aujourd'hui, on est dans la tripartition. La gauche et la droite, je ne sais pas si le concept est encore d'actualité. Le thème que nous voulons aborder maintenant... Je soutiens un candidat. Oui. Il a 15 priorités. Le pouvoir d'achat. Tu n'auras pas le temps de les dire, Michel, parce que c'est une rupture d'égalité sur les candidats. Lutter contre la biodiversité. Michel, on est d'accord. Mais il faut que les citoyens interrogent les candidats. Qu'est-ce que vous allez défendre pour la Martinique ? Quels sont les sujets importants? Est-ce que moi, mon sujet important, le pouvoir d'achat, est-ce que vous allez faire quelque chose pour baisser la vie chère? C'est ça qu'il faut demander aux clients. Oh. Voilà. Donc, il nous reste un quart d'heure d'émission. Le thème suivant, c'est la situation du BTP et le CESEM, le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, a voté une motion de soutien du CESEM au secteur du BTP. Je vous la lis.
Le CSSM soutient les revendications des acteurs du BTP et leurs salariés dans leur légitime demande de régularisation des paiements afin de préserver leur activité ainsi que les emplois et garantir la continuité des projets de construction sur le territoire. Le CSSM exprime ainsi sa solidarité envers ces professionnels du BTP et appelle à une solution rapide pour résoudre cette situation préjudiciable à l'ensemble du territoire. François. Alors, on ne peut qu'être effaré devant les chiffres qui sont annoncés. Ce n'est certainement pas normal, effectivement, et donc c'est préjudiciable à ce secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Donc ça, c'est la première chose. Donc je ne peux qu'être alarmé par ce que j'entends, soit sur les ondes ou encore par l'intermédiaire de personnes de mon entourage qui, effectivement, évoluent dans ce secteur. Mais ces mêmes personnes qui sont mes amis, j'ai une discussion avec eux depuis un certain temps. Et cette discussion me semble de plus en plus être un sujet politique. C'est la dépendance du secteur du BTP vis-à-vis de la commande publique. Moi, je pense que là, il y a un vrai problème et qui devient d'autant plus prégnant et interpellant que du fait de la disparition du Conseil général et du Conseil régional et la substitution donc en lieu et place donc de ces deux entités d'une seule collectivité, c'est une des conséquences inattendues de cette fusion. D'accord ? Ah bon ? Et inattendue, c'est-à-dire au sens où aujourd'hui cette collectivité, elle est sollicitée pour tout. Oui, d'accord, je comprends. Elle est sollicitée pour tout. Et il y a un moment donné, je pense que cette collectivité va se retrouver complètement étranglée et ne pourra pas faire face à toutes les demandes, qu'elles soient sociales, économiques, exprimées dans ce pays-là. Je pense que là, il y a une vraie question à laquelle il faudrait que tout le monde, effectivement, qu'on réfléchisse parce qu'elle nous pend au nez. Quelque part. Eh bien, il y a des gestionnaires quand même. Quand on est maire dans une commune, on a un budget, dans toute collectivité, dans tout État, il y a un budget pour faire des choses, des politiques publiques, de santé, économique. Oui. Est-ce qu'il est normal que vous commandiez des travaux à des entreprises et que vous ne les payez pas dans les délais légaux et que vous refusez, et que vous refusez de verser les intérêts moratoires, que vous refusez de verser les retenues de garantie, c'est-à-dire que vous avez mis une taxe de 5% supplémentaire sur les entreprises. Non, lorsque vous vous faites élire, vous dites que vous allez faire par exemple un aéroport à Basse-Ouette, alors tout le monde sait, il suffit de regarder les comptes, que vous ne pourrez pas faire cet aéroport. Donc peut-être ne faudrait-il pas non plus promettre des choses qu'on ne peut pas faire. Être dénoncé. Ouais. Mais le problème, ce que je soulève, est une véritable question qui devient une question politique. Parce que de la même façon, une entreprise ne crée pas des emplois s'il n'y en a pas besoin. On ne va pas créer des chantiers s'il n'y a pas de besoin. Mais il y a des besoins, Martine. Je parle de l'absolu, parce que le problème devient véritablement prégnant. Et il va falloir que, quelque part, que tout le monde, effectivement, prenne conscience qu'à un moment donné, au-delà du BTP, ce qui m'interpelle, c'est que cette collectivité est sollicitée, est devenue, donc, je vais employer un terme un peu familier, un GAB. C'est le gouvernement local, François. Oui, nous sommes d'accord. Dans les autres pays indépendants de la Caraïbe, ce sont des gouvernements locaux qui assument les politiques publiques. Oui, tout un argument. Allez, bon, alors, moi, je crois qu'il faut... La question posée par le professeur est juste. Il n'y a pas... nous avons été confrontés. Moi, je suis en train de revivre. Je suis un petit peu mal à l'aise parce que je vais avoir l'air de défendre l'actuelle mandature. Mais nous avons vécu cette situation à la CTM. Bon. Oui, parce que cette situation dure depuis un certain moment. Qu'est-ce que nous avons répondu ? Nous avons répondu qu'il n'y a pas que la CTM à faire de la commande publique. Il y a l'État. Alors, assez paradoxalement, on ne parle pas de l'État. Bon, l'État, par exemple, je prends l'exemple,
le nouveau siège de la police, le nouveau tribunal, ça a été fait par l'État. Bon, par conséquent, l'État doit assumer ses obligations, notamment régaliennes, en faisant de la commande publique. Bon, il y a bien sûr les autres... la CTM, Cap Nord, CACEM, les autres la communauté collectivités, sud, Odyssey, 34 communes. Voici ce que disent les responsables du BTP. Et d'ailleurs, j'ai noté, avec beaucoup de satisfaction, que le représentant de la fédération du BTP, M. Jean-Yves Bonner, a pris la précaution de dire qu'il n'y a pas que la CTM. Oui, tout à fait. Oui, mais voici la liste qui a été donnée. Bon. Il a dit aussi que ces revendications sont portées par l'ensemble des entreprises et le salarié, sans blocage du pays. Oui, tout à fait. Et il faut, tout à fait. il faut reconnaître. Ça, il faut le reconnaître aussi. Ils ont eu un comportement responsable. Alors, ceci dit, pour la raison, tu ne lances pas des travaux si tu ne sais pas que tu vas payer. Tu dois payer. Oui, ça aussi, oui. Alors, je vais donner un chiffre quand même. Le délai de paiement moyen de la collectivité territoriale en 2023 est de 87 jours 74. Sur le papier, mais ce n'est pas la réalité. Le délai moyen. Alors, dans la réalité, il devrait être de 30 jours. 10 jours pour le payeur et 20 jours pour la collectivité. Bon, et je donne un autre chiffre. Pour le France, c'est 137 jours,9. Bon. Ça veut dire qu'on est largement au-dessus des délais légaux. Oui. Bon. Et par conséquent, d'autre part, les intérêts moratoires sont dus. De droit. De droit. Alors, les professionnels disent, oui, on nous demande de les demander, et on n'a pas à les demander, parce que si on les demande, on va subir des représailles. Bon, c'est pas vrai, ça. Ouais. Bon, il n'y a pas lieu. Bon, je sais, les règles des marchés publics sont telles, un type dépose un dossier, on est obligé de l'instruire. Et on ne va pas refuser un marché à un type parce qu'il a demandé les intérêts moratoires. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Et si jamais ça se produit, eh bien, c'est de l'ordre du pénal. C'est la loi Sapin. Parce que c'est un droit, les intérêts moratoires. Par conséquent, l'accès des entreprises au marché public, excusez, j'étais à la direction de la concurrence et de la consommation, je siégeais dans les commissions d'appel d'offres, j'étais chargé de faire respecter le code des marchés publics. Par conséquent, on n'a pas le droit de faire ça. L'État, par la présence du Trésor et de la direction de la concurrence et de la consommation dans les commissions d'appel d'offres, veille au respect de la loi. Bon, alors, le fond du problème, c'est les finances. La question que je me pose, on nous dit qu'il y a eu une cyberattaque. Mais je doute que la cyberattaque puisse expliquer qu'on ne puisse pas payer. Alors, au fond, est-ce que, en ce moment-là, on est en train de présenter le compte administratif 2023. En 2023, on est passé d'un budget de 1,3 milliard à un budget de 1,7 milliard. Et on a augmenté, on est passé d'un budget d'investissement de 200 millions à 450 millions par des emprunts. Et le compte administratif qui est présenté en ce moment aux élus montre que la collectivité était incapable de lancer les investissements. Le compte administratif, le taux d'exécution du budget primitif, des prévisions, des promesses, je dirais des promesses mal papailles. Le taux d'exécution est de 47%, c'est-à-dire moins de la moitié. Le taux d'exécution est de 47%. Oui. 47%. Le taux d'exécution en investissement est de 47%. Ça veut dire que vous avez prévu de dépenser 100, mais au final, vous avez dépensé 47. Exactement. Mais la question de savoir pourquoi. C'est ça. Bon, la question de savoir pourquoi.
Mais ça, c'est le problème. Alors, le problème c'est le citoyen qui doit juger. Est-ce que je crois ceux qui viennent me dire, pour être élu, je vais faire un aéroport à Basse-Pointe, je vais faire remonter la route à Rivière-Salée, etc., je vais faire des ponts à Guigneron, et compagnie, etc. Non, mais le problème aussi, mais tu as raison de le dire, est-ce que on peut demander à une petite collectivité de faire tout, c'est-à-dire faire ce que le citoyen a envie d'entendre. La démocratie, c'est de dire aux citoyens, voilà ce que je peux faire, et voilà ce que je ne peux pas faire. Ça, jour où on arrivera à procéder ainsi, on aura fait un grand pas. Et c'est ce qu'on appelle les autorisations de programme, c'est-à-dire, je fais en 2023 ceci, en 2024, je fais ceci, en 2025, etc. Et par conséquent, je vous demande à vous, Martiniquais, par exemple, je vais relancer le TCSP. Le TCSP, il est financé par quoi? La taxe sur les carburants, je savais. La taxe sur les carburants, mais je vais vous demander, Martiniquais, si vous voulez avoir modernisé votre transport, il faudra me donner 5 centimes de plus par litre de carburant. Oui, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on est sûr qu'on aura en face un service public de qualité, alors, je pense que les gens seront prêts à faire un effort. Mais pour l'instant, le résultat, il n'est pas à la hauteur des impôts payés par les contribuables. Alors, le résultat... C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de Georges Gratien. J'ai eu la chance d'être invité par Georges Gratien tous les jeudis, quand il était maire, quand il recevait les citoyens. Et c'est comme ça qu'il parlait aux citoyens. C'était un vrai maire. Le langage de la responsabilité. De la responsabilité, oui, tout à fait. C'était ça. Tout à fait, oui. Et c'est des gens comme ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais je le dis, je suis heureux de l'entendre dire, parce que c'est quelque chose, c'est un discours que je tiens dans mon entourage. Il faut que l'on parle, que l'on dise aux gens, voilà ce qu'on peut faire. Et en plus, c'est un plaidoyer pour la délibération. On a tendance à dire cette espèce de phrase qui est devenue une phrase de pétition. Je veux, donc je peux. Sauf qu'aujourd'hui, à la réalité, c'est véritablement une illusion. On devrait plutôt se dire, d'accord, je peux ceci, donc je le veux. Donc on met toute son énergie à pouvoir réaliser ce que l'on veut. Et après, on peut passer à autre chose. C'est véritablement un plaidoyer pour la délibération. Donc, autorisation. Là, on a des instruments techniques, autorisation de programme, mais au service de quelque chose qui relève du politique au sens noble du terme. Autorisation de programme. Michel, on ne pourra pas rester trop longtemps sur cette question technique que peu de gens maîtrisent. Une demi-phrase. Tu vas être d'accord avec moi? Je suis certain que tu es d'accord avec moi. Autorisation de programme sur 4-5 ans et crédit de paiement. Crédit de paiement, oui, tout à fait. Chaque année. Le crédit de paiement, c'est une technique de gestion, pour expliquer aux gens un peu qui nous regardent, c'est une technique de gestion qui permet d'aller dans la pluriannualité. Les budgets sont faits pour une année, donc cette technique permet... Et de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, pour terminer l'émission... Et la question des subventions aux associations, notamment. Et aux ligues. Question fondamentale. Et puis l'aide à l'enfance. Michel. Donc, arrive et on a un dernier thème qui est ô combien important. C'est le thème de la santé. On a parlé tout à l'heure des politiques de santé. C'est le retour du virus et Covid viré Martinique. Alors, c'est quoi votre mot de conclusion? Ben, de toute façon, tout cela a été annoncé. Hein. On savait que la Covid ou le Covid n'avait pas disparu, que ça deviendrait une sorte de grippe. D'accord? Donc, effectivement, nous arrivons à une période de liesse. Donc, il faudrait effectivement qu'on redouble de vigilance.
Donc avec les vacances, tour de cyclistes qui arrive bientôt, tour des yoles, ainsi de suite. Donc il faudrait véritablement que les Martiniquais redoublent de vigilance parce qu'effectivement, on a bien vu ce dont ce virus est capable de faire. Oui, de toute façon, l'ARS a rappelé qu'il faut retourner au ce qu'on appelle les gestes barrières. Les gestes barrières. Se laver les mains fréquemment. Quand on a de l'eau. Quand on a... tu as raison. Quand on a de l'eau. Bon. Eh ben, ou bien moi, j'ai stocké des bouteilles. Bon, je lave les mains. Bon. Et puis, respecter une certaine distance. Oui. Bon, moi, personnellement, je continue à respecter les distances. Quand je suis au supermarché, bon, quand je fais la queue pour payer, je ne vais pas me coller derrière le type qui est devant moi. Oui. Tu comprends? Bon. Et quand je tousse, eh ben, tousse pas. Il faut faire attention. Mais il faudra qu'on revienne au masque aussi. Hein. Et voilà. Et puis à partir d'un certain âge, être encore 2 fois plus vigilant. Voilà. À partir d'un certain âge, au-dessus de 65 ans, aller se faire vacciner. Très bien. En tout cas, merci pour votre contribution. Il faut que je remercie Manuela et toute l'équipe technique pour cette émission qui, j'espère, vous a plu en format réduit. On a essayé d'aborder des thèmes d'actualité et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du kiosque. Bonsoir à vous, à bientôt.